Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode, un épisode dans lequel je reçois Alexandre Lacharme. Salut Alex. Salut Julien. Comment s'est passé ton premier investissement ? Quel était-il ? Comment tu t'y es pris ? Est-ce que tu as acheté cash financièrement ? Comment ça s'est passé ? Écoute Julien, c'est très simple. Le premier, donc j'étais commercial en alternance. Je commençais à lire des bouquins. Alors le tien n'était pas encore sorti, mais tu avais quelques bouquins francophones, il n'y en avait pas beaucoup. Mais j'avais cette envie de plus. Et j'entends parler d'immobilier, je regarde des vidéos sur YouTube, il y a quelques trucs. Je vais sur Se Loger. Je tape l'immobilier à Paris intramuros du moins cher au plus cher. Forcément, il y a les caves et les parkings. Parce que Paris était déjà très élevé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et je tombe sur un parking dans le 18e, donc un coin qui était assez populaire à l'époque, qui est maintenant un peu plus bobo, mais qui était assez populaire. 4 000 euros. 4 000 euros, frais d'agence inclus, par La Forêt. Invraisemblable, tu vois. 4 000 euros, agence La Forêt, rue Ordonnaire, Paris 18. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Et je regarde combien j'ai sur mon application. J'avais pas beaucoup plus. Franchement, j'avais à peine de quoi financer le parking et les frais de notaire. Ok, bon en tout cas tu fais ce premier investissement, du coup il est assez light en montant, ce qui rend effectivement la chose assez accessible. Et derrière, qu'est-ce qui te pousse à en faire d'autres et surtout comment tu fais parce que tu t'étais plumé un peu sur le premier au final. Donc comment tu fais pour enchaîner ? Écoute, comment je fais pour enchaîner ? Je me mets à bosser comme un malade, à faire du variable, même si j'en attends, j'avais un peu de variable, à faire du variable, à économiser, à revendre des trucs qui servaient à rien, parce que moi j'étais un genre de mec qui accumule des trucs, des paires de skis, des ordis, des machins, des trucs. Donc je me mets à... En fait, j'ai un déclic, si tu veux. J'ai un déclic, je me dis, ok, tu vas arrêter d'être, entre guillemets, fataliste en disant, bah, j'ai pas de parents qui me donnent de l'argent, donc c'est mort. Et je suis frustré, je suis en colère, etc. Je suis sorti de ça pour me dire, ok, je suis maître de mon bateau, de mon destin, et feu. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu les avantages et les inconvénients de l'investissement dans le parking par rapport à l'habitation? Parce que tu as une expérience aussi, on va dire, dans l'investissement habitation. Et qu'est-ce que tu tires de tout ça de manière objective? Écoute, avec le recul de manière objective, je te dirais que le parking, c'est pas un produit miracle, c'est une très bonne chose pour mettre le pied à l'étrier. C'est un peu l'investissement immobilier pour tous, pour celles et ceux qui ont peur d'engager beaucoup d'argent, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Ça dépend beaucoup d'où tu investis. Moi, je l'ai fait parce que j'étais à Paris. Si j'avais été à Angers ou dans la Creuse, dans la Nièvre, je ne sais où, j'aurais certainement pas acheté des parkings. Donc, c'est quelque chose, c'est très urbain. Les avantages et les inconvénients, je dirais que les avantages, c'est mise de départ faible. Tu vois, entre 5 et 10 000, tu commences à avoir des parkings. La législation, elle est très différente. C'est le code civil. Donc, ça change tout. T'as pas, voilà, c'est pas des baux lois allure. Les baux d'habitation classiques qui sont très protectionnistes pour le locataire, au détriment du propriétaire bailleur, avec tout ce qu'on connaît, les DPE extrêmement exigeants, la trêve hivernale. Il y a des grosses contraintes qui peuvent se justifier. Je juge pas, tu vois, qui peuvent se justifier pour contrecarrer les marchands de sommeil, etc. Mais le parking, c'est un code civil. Le code civil, c'est un livre ouvert, on met ce qu'on veut, au revoir et merci, on signe. Donc déjà, c'est plus flex, c'est plus souple, pas cher, c'est liquide, ça se revend facilement. Très bon moyen de mettre le pied à l'étrier, de comprendre les étapes. Tu vois, la négo, le pré-contrat, l'acte de vente, passer chez le notaire, la fiscalité. Enfin, tu vois, c'est un bien immobilier. Parfois, les gens pensent que c'est pas de l'immo. Ils me disent, Alexandre, mais t'as investi dans les parkings, mais t'as pas envie de faire de l'immo. Les gars, c'est de l'immo. Euh, les inconvénients, par rapport à un appartement, c'est que d'un point de vue patrimonial, ça va pas se valoriser de la même manière. C'est vrai que tu vois, si j'avais acheté à l'époque des appartements à Paris ou des chambres de service, des chambres de bonne, peut-être que la valeur à la revente serait plus élevée. C'est pas sûr, mais peut-être. Donc ça suit pas la même courbe d'un point de vue appréciation. Oui, c'est moins patrimonial. C'est moins patrimonial. C'est plus comme des locaux commerciaux, finalement. Ça se gère avec un Excel. Euh, et puis, en cas de coup dur, tu peux pas y vivre. Il y a un truc rassurant à avoir de l'IMO d'habitation. C'est-à-dire que tu te dis,
Si tu as 2, 3, 4, 5, 10 appartements par exemple ou plus, tu te dis voilà, s'il y a une galère, je peux y vivre. Je peux mettre un cousin, une mère, un père. Tu vois, il y a un côté, un côté rassurant. Moi, c'est important parce que j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent, j'étais avec ma mère en location. Donc moi, j'ai ressenti au plus profond de moi cette espèce de précarité matérielle qui m'a marqué et l'IMO m'a permis ça. Et c'est vrai que le parking, c'est de la finance, tu gagnes de l'argent, mais tu n'as pas ce côté patrimonial. Donc, moi, je conseille de panacher, de mixer. Voilà, le dernier appartement que j'ai acheté, je l'ai revendu parce que c'était que des galères. C'était un rez-de-chaussée, il y avait les parties communes bruyantes. Du coup, tous les locataires se barraient, la porte d'entrée était trop fine. Il y a eu des dégâts des eaux, enfin bref, et ça m'a saoulé en fait. Les locataires, ils étaient trop gérés en direct. Après, j'ai mis en agence, l'agence me prenait trop de frais. Enfin, c'était trop de défocus. Et ce que j'ai aimé dans le parking, ça c'est encore un point positif, c'est que j'en vois encore deux. Premier, si tu as 50 locataires, tu dérisques. Tu as un mauvais payeur, c'est 50 ou 100 euros en moins. Tu fais all-in sur un immeuble ou un appartement. Un immeuble non, parce qu'il y a plusieurs locataires, mais sur un appartement, il y a un souci. Si tu as un mauvais payeur et que tu as un crédit en face et que tu n'as pas de trésor, c'est compliqué. D'accord. Et deuxième élément, tu as moins de charge mentale, puisqu'un parking, tu n'as rien à casser. Donc si tu veux, c'est beaucoup plus simple. Ok, ça s'entend. Et niveau fiscalité, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour ceux qui ne maîtrisent pas? Bien sûr, la fiscalité est très importante, très méconnue aussi, comme tout le parking est très méconnu de manière générale, hein. C'est pour ça que c'est bien qu'on fasse ce podcast, parce qu'il y a plein de zones d'ombre. Fiscalité des revenus fonciers en détention propre, donc c'est pas top. Voilà, c'est pas top, puisque tu as un abattement, tu as le régime du micro foncier. Tu peux faire le réel ou le micro foncier. Le micro foncier, c'est moins de 15 000 euros de loyer encaissé à l'année. Tu as un abattement de 30%, donc en fait, l'État va prendre 70% de tes revenus et va appliquer, si tu veux, ta tranche marginale d'imposition plus la CSG-CRDS. Donc ça peut faire mal. Ça peut faire mal si tu as un boulot et que tu gagnes correctement ta vie. Tu peux te retrouver à 47,2 assez facilement. Sur 70% de tes revenus, ça fait mal. Donc c'est un vrai problème quand même en détention propre. Bon, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont une petite fiscalité. Après, tu as l'option effectivement de la société civile immobilière que tu peux assujettir en option à l'impôt sur les sociétés. Et là, tu vas avoir le régime fiscal des professionnels, des sociétés. Donc le taux réduit à 15% si tu fais, je crois que c'est 40 ou 42, ça a baissé avant, c'était 38 000 et quelques. Et du coup, tu as 15% d'IS sur les bénéfices. Ça change tout, hein. Sur les bénéfices, pas sur les revenus. J'ai 2 garages, tu vois, que je loue pas aussi. Je m'en sers pour stocker, ben, on va dire des stocks tampons pour le patrimoine qu'on a, hein, et autres. Et du coup, là, j'en ai libéré un, donc du coup, je voudrais le mettre en location. Et je me pose la question, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Donc, ton livre m'a inspiré là, sur le fait effectivement de me dire je vais le louer à des deux roues parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans des collectifs et qui se privent d'acheter la moto de leur rêve ou le scoot, le scoot qui leur ferait gagner beaucoup de temps de trajet, etc. le matin, mais parce qu'ils n'ont pas envie de le faire dormir dehors, parce qu'il y a des risques de vol, etc. Et du coup, je pense effectivement, comme toi, qu'il y a une grosse demande là-dessus. Et j'aimerais, c'est un garage qui fait 5 mètres par 3, tu vois, donc fermé, dans une résidence qui est fermée. Qu'est-ce que je peux faire sur un 5 par 3 en fait pour optimiser au mieux mon rendement? Moi, je te conseillerais, en termes de dimension, ce qu'il faut, c'est que tes clients, tes locataires, qu'il faut traiter comme des clients, bien les traiter. Tu fais, si tu veux que ce soit confort, tu fais 1,20 m de large sur 2 mètres, 2,20 m de long. T'es minimum 1,20 m de large, je vais te dire pourquoi. Parce que la moto ou le scooter, tu peux le mettre sur la béquille. Et sur la béquille, ça te déporte un peu. Donc, faut que tu aies entre 1,10 m et 1,30 m pour que la personne soit confort. Faut pas les ranger en sardine, sinon il va y avoir de la rotation. Donc, ça sert à rien. Deuxième point, valide bien qu'il y ait de la demande aussi pour le deux roues. Tu peux mettre une petite annonce un peu fictive sur les, ou mettre des petits mots si tu es dans la résidence, ça peut être pas mal, tu vois, tu mets des petits mots dans les boîtes aux lettres ou dans un endroit un peu sympa où tout le monde voit et tu dis bah je propose, tu peux faire ça, tu peux faire je propose 50 euros par mois, charge comprise, une place de parking et tu vois s'il y a de la demande.
Mais voilà, là, je visualise pas. Enfin, si tu veux, je peux pas raisonner mathématiquement sur ce que tu me dis. Ce que je pourrais te dire, c'est tu gardes au minimum, moi c'est ma reco, 1,20 m de large pour 2 m, 2,20 m long. Parce que si tu veux, des scooters et des motos, il y a toutes les tailles, hein. Ça peut être un petit 50, une mobilette. J'ai une cliente qui a une mobilette, là, tu vois. Et ça peut être une Harley Davidson ou une Honda Goldwing ou des trucs improbables. Donc il faut que tu prévois large, quoi. Et il faut qu'ils aient du confort. En fait, il y a une croyance que le parking, bon, bah, c'est moche, ça pue, donc on fait un truc petit et tout. Non, les clients sont exigeants.